Sur Acropolis en direct du Salon de l'éducation à Paris. Alors, vous le devinez peut-être sur ce super arrière-plan, on va parler aujourd'hui de sport et d'éducation. Donc on est en direct du Salon de l'éducation qui se passe à Porte de Versailles aujourd'hui et jusqu'à dimanche, en partenariat avec la Ligue de l'enseignement. On va vous expliquer ce que c'est. Et moi, donc, je remplace Jean qui, je vous l'expliquerai tout à l'heure, n'est pas disponible cet après-midi. Donc un présentateur un peu inhabituel. Et Florent, on s'était vu déjà pendant la période électorale. Je suis le rédacteur en chef du Dranche et c'est moi qui vais animer aujourd'hui l'émission sur Acropolis. On va rejoindre le plateau et notre invité. Alors bonjour. Bonjour. Donc bonjour Véronique Morera. Vous êtes donc présidente de l'UCEP qui fait partie de la Ligue de l'enseignement. Alors peut-être déjà nous expliquer qu'est-ce que c'est l'UCEP et comment ça s'intègre dans la Ligue de l'enseignement. Voilà, donc l'UCEP, c'est la Fédération sportive scolaire des écoles maternelles et élémentaires. D'accord, donc c'est jusqu'au CM2. Après, c'est autre chose. Voilà, exactement. Hein, dans le premier degré, donc maternelle, élémentaire, c'est l'UCEP. Et après, au collège, c'est l'UNSS. D'accord, c'est ça. Voilà. Donc collège, lycée, UNSS. Et donc l'UCEP fait partie de la Ligue de l'enseignement. Alors, la Ligue de l'enseignement, je récapitule peut-être, c'est une fédération, une collectivité d'associations, d'un peu plus de 1300 associations locales qui œuvrent donc pour l'éducation. Il y a plusieurs volets, mais donc pour l'éducation, pour la culture, pour le sport, l'accessibilité du sport, notamment pour tous. Et c'est là qu'intervient l'UCEP. Voilà, de façon naturelle, c'est normal que la Ligue de l'enseignement qui s'occupe de l'éducation en général est un secteur sportif pour les plus jeunes, donc oui. Maternelle, élémentaire, et pour les adultes aussi, qui est l'UFOLEP. D'accord, donc Voilà. si on récapitule, parce que c'est de temps en temps un peu difficile à comprendre, moi j'ai Oui. découvert ça juste avant l'émission. Oui. Donc on a l'UCEP qui s'occupe donc du sport scolaire de la maternelle à la fin du primaire. Voilà. On a l'UNSS qui ne fait pas partie de la Ligue de l'enseignement, Non. qui s'occupe du sport scolaire au collège et au lycée. C'est Et ça. on a l'UFOLEP qui C'est s'occupe ça. du sport extrascolaire. C'est ça. Et pas forcément que pour les enfants, c'est aussi pour les adultes. Pour les c'est le adultes, sport loisir, en voilà. fait, Ça concerne les enfants de 12 ans jusqu'à 99 ans, si on peut le dire comme ça. Très bien. Du coup, et vous avez une autre fonction aussi, en dehors de présidente de l'UCEP. Alors, je suis aussi, depuis mai dernier, j'ai été élue vice-présidente du Comité national olympique et sportif français, en charge des relations avec l'éducation nationale. Et nous travaillons sur une future convention qui va renforcer les collaborations entre le monde sportif et l'école. Et nous allons travailler. L'idée, c'est à la fois de développer un maximum de pratiques sportives à l'école, pour les élèves, à la fois pour tous les élèves, quelle que soit l'activité, sport bien-être, sans parler de forcément de compétition, mais à la fois nous allons aussi permettre à des élèves qui veulent se diriger vers une filière, on va dire, de performance, d'excellence, on va leur permettre aussi de pouvoir suivre une filière particulière au sein de l'éducation nationale qui va les emmener vers le plus haut niveau. J'imagine qu'il y a aussi un lien avec les JO 2024 du coup. Donc Paris 2024 qui a été remporté, donc la candidature par Paris. Est-ce qu'il y a un programme spécifique? Est-ce que c'était déjà en place avant ou est-ce qu'on a mis ça en place spécifiquement pour les JO 2024 pour avoir, je vais dire, un peu des athlètes pour les Jeux qui vont se passer chez nous? Alors en fait, la perspective des Jeux Olympiques, de l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024 a vraiment permis là de lancer des évolutions notoires au niveau par exemple, des métiers du sport. On est en train de rénover complètement la filière des métiers du sport pour permettre à un maximum de jeunes qui ont envie de s'engager dans les activités en lien avec le sport, c'est-à-dire tous les métiers associés au sport, de pouvoir le faire. Quand on dit les métiers du sport, donc c'est les métiers associés au sport, c'est quoi par exemple? Ça va être prof, ça va être accompagnateur, ça va être encadrant, rafting, tennis, c'est ça en fait? C'est ça, du coup c'est assez large. On sait que par exemple beaucoup de jeunes s'engagent dans la filière STAPS parce qu'actuellement quand on veut faire du sport, on s'engage dans la filière STAPS. Et cette filière est très engorgée, il y a énormément de jeunes, sauf qu'il y a très peu de jeunes qui arrivent à obtenir le concours et à devenir prof. Donc là, l'idée, c'est de diversifier l'accès
à des métiers sportifs très différents. Alors évidemment, ça peut être encadrant, ça peut être coach, ça peut être... il y a tous les métiers paramédicaux aussi en lien avec la santé. Bon voilà, ça peut être très large et je n'ai pas fait la liste, mais ce serait intéressant de faire la liste de toutes les possibilités offertes aux jeunes de s'engager dans un métier relié au sport. Très bien. Alors on a un peu, je m'adresse au chat, donc bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Effectivement, donc c'est pas Jean Massier qui présente, vous n'avez pas Jean Massier. On vous dira ce qu'il fait à la fin de l'émission, puisque vous aurez un appel sur la page Facebook et donc on garde la surprise jusqu'à la fin de l'émission. Donc ouais, effectivement, c'est Florent Guignard. Je vais me représenter peut-être un peu plus en détail. Je suis cofondateur et rédacteur en chef du journal Le Dranche. Le Dranche, qui est un journal de débat qui présente le pour et le contre, pour aider les lecteurs à se forger leur propre opinion. On travaille souvent avec Acropolis et on est un milieu très proche, on fait partie de ce vaste milieu de l'innovation démocratique. Je vois un peu dans le chat, n'hésitez pas d'ailleurs à réagir, à nous dire ce que vous en pensez au fur et à mesure et à poser vos questions. Oui. Les premières réactions, on a... Alors moi, je veux bien réagir à deux réactions que j'ai vues là. Quelqu'un qui disait des heures et des heures, le sport à l'école, des heures et des heures de souffrance, et un autre qui répond, le sport à l'école, des heures et des heures de plaisir. Donc il faut savoir que effectivement, c'est pas complètement spontané. Tout le monde dit le sport c'est bon pour la santé, c'est bien pour tout le monde, mais faire du sport, c'est pas complètement spontané et surtout le fait de prendre du plaisir n'est pas spontané. Donc à l'UCEP, par exemple, nous avons pour objectif de développer le goût de la pratique sportive et de trouver des formes de pratique qui évitent la compétition, déjà, qui évitent le classement, qui évitent de valoriser uniquement ceux qui savent le mieux faire du sport. Parce que la compétition, en fait, ça risque de décourager, en fait, c'est ça, les personnes qui vont se trouver un peu en rejet, un peu en situation d'échec. C'est-à-dire que la compétition, ça répond aux jeunes qui ont envie de s'investir dans le sport et qui sont déjà bons. Voilà. Et puis ceux qui sont un peu réticents, il faut trouver des formes de pratique dans lesquels ils vont prendre du plaisir. Et donc on va par exemple privilégier les défis individuels où là on va se lancer un défi à soi-même, comme ça on ne s'occupe pas des autres et on est content d'avoir réussi ce défi par rapport à soi-même. Ou alors on va pratiquer sous forme de défis collectifs et c'est la somme de chaque performance qui va être prise en compte et du coup ça va mettre tout le monde en réussite. Donc l'idée c'est bien là, le plaisir dans le sport a beaucoup d'importance et si on veut augmenter la pratique sportive chez les plus jeunes, il faut vraiment arriver à les motiver par le plaisir. Il faut que ça passe par le plaisir. Alors je vois que c'était effectivement pas forcément le cas de tout le monde dans le chat. Il y a Lubu qui nous pose la question, pourquoi ne pas utiliser le sport comme instrument de formation pour le travail en équipe et le travail en groupe? C'est vrai que si on fait le lien avec les lives précédents, c'est quelque chose qui a beaucoup été reproché à l'école, de dire qu'on travaille justement beaucoup en compétition, qu'on apprend, qu'on forme plus les élèves à la compétition et pas forcément assez au travail en groupe et en équipe. C'est quelque chose que vous faites? Vous pensez qu'effectivement on peut se servir du sport pour apprendre à travailler en équipe? Alors j'en suis convaincue et à l'UCEP nous organisons des activités sportives, nous organisons des rencontres sportives, donc pour mettre les enfants en mouvement, mais également pour leur permettre de créer ensemble. C'est-à-dire que l'UCEP, c'est avant tout des activités dans un cadre associatif, où on apprend aux enfants à travailler ensemble pour organiser une rencontre pour d'autres enfants. Et donc quand ils travaillent ensemble, ils vont être obligés de faire des choix, de prendre des responsabilités, d'appréhender aussi la différence entre intérêt collectif et intérêt individuel. Voilà, toutes ces choses-là qui vont construire les enfants, construire une forme de citoyenneté aussi. Et c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça qu'à l'UCEP, on associe sportif et associatif pour privilégier ce travail en équipe et à plusieurs pour aboutir à un projet. D'accord. Et alors justement, peut-être parce que tous travaillent en équipe autour du sport, j'imagine que c'est assez spécialisé. J'allais dire, est-ce que déjà peut-être les profs, les instituteurs sont formés justement à apprendre le sport, parce que c'est quand même une matière, j'imagine que quand on est instituteur, c'est pas forcément instinctif, on va dire, de travailler sur ces aspects-là, notamment avec le sport. Est-ce qu'il y a des progrès à faire ou... Oui.
Alors, déjà, pour les enseignants, c'est pas instinctif de faire du sport et surtout, des fois, ça les met en difficulté. Parce que quand vous avez 30 élèves dans une classe et que vous décidez de les emmener sur un stade de rugby et qu'ils se mettent à courir dans tous les sens, c'est compliqué pour un enseignant qui a l'habitude d'avoir ses 30 élèves assis dans la classe. Donc, nous accompagnons les enseignants du premier degré avec de la documentation pédagogique, avec également des formations, parce qu'il faut savoir que la formation initiale des enseignants, je parle des enseignants du premier degré, donc qui sont des enseignants polyvalents, la formation finalement est assez réduite en matière de sport et du coup nous complétons, nous accompagnons toutes nos activités de documentation pédagogique qui permettent de faciliter la mise en œuvre des activités. Assez réduite, ça veut dire quoi? En gros, c'est un euphémisme pour dire qu'on n'en parle quasiment pas ou... Voilà, non, il y a 10 heures dans la plaquette de formation des enseignants qui sont en formation à l'ESP, c'est 10 heures pour le sport, mais ces 10 heures sont aussi consacrées à les préparer au concours. Donc ils sont plus en bachotage qu'avec cet esprit de se dire on va essayer de mettre en œuvre un maximum d'activités. Voilà. Justement, il y avait Fanny qui nous disait le rugby avec 30 gamins surexcités, ça doit être complexe. Quel est le taux de survie? Alors j'imagine qu'en fait, la question derrière ça, c'est comment finalement le vivent les professeurs. En fait, est-ce que pour eux c'est plutôt une plaie, c'est plutôt le truc qu'il faut faire et puis bon, c'est l'exercice mal à passer, ou est-ce qu'au contraire c'est, j'allais dire, ils le mettent au cœur un peu de leur stratégie? J'ai peut-être souvent, ça fait écho aussi à des questions. J'ai l'impression que de temps en temps, le sport c'était un peu la matière. C'était annexe quoi. Quelque part, être bon en sport, ça n'a jamais été vraiment valorisé. Si on n'était pas bon en maths, on disait ouais, il est bon en sport, ok. Mais derrière, c'est quand même un élève en échec scolaire. Est-ce que justement, le sport ne doit pas être réhabilité un peu au primaire? Tout à fait. Ou même au collège et lycée d'ailleurs. Voilà, c'est aussi une ambition avec la perspective des Jeux Olympiques et le travail en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale, c'est de réhabiliter le parcours sportif de l'élève pour qu'il soit valorisé dans son parcours scolaire global. Parce que comme on le disait tout à l'heure, en fait, faire du sport, ça permet de développer des compétences motrices, mais aussi des compétences en termes d'engagement associatif, des compétences psychosociales aussi, en sachant arbitrer, organiser, etc. Donc c'est des attitudes qu'on apprend dans le sport et qu'on peut réinvestir après facilement dans l'apprentissage scolaire et aussi dans la vie quotidienne en tant que telle. Donc c'est important de pouvoir le faire. Je reviens sur le rugby, mettre des enfants à jouer au rugby. L'UCEP adapte les activités, travaille avec la fédération de rugby pour adapter l'activité de façon à ce que la pratique soit sans danger et accessible aux plus jeunes. Voilà, donc il n'y a pas de souci. Et pour la troisième question, c'était celle de l'enseignant qui n'est pas très motivé pour faire du sport. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand un enseignant passe le cap et qu'il finit par mettre en place un cycle d'enseignement rugby, par exemple, que les enfants participent à une rencontre, il vous dira à chaque fois qu'il a gagné en climat scolaire, en climat de classe, en climat d'équipe. Il y a plein de choses qui se passent et qui sont bénéfiques à l'apprentissage en général. Et j'imagine qu'il va y avoir aussi un focus assez spécial sur le rugby, puisqu'on l'a appris avant-hier. La France vient d'être nommée pour l'organisation de la Coupe du Monde de rugby en 2023. Donc ce sera un an avant les JO. Donc c'est vrai qu'il y aura pas mal d'événements sportifs en France. Est-ce que ça va donner un peu un coup de boost au sport et notamment au sport à l'école? J'avais regardé, finalement, c'est une thématique. On avait les élections présidentielles l'année dernière. Acropolis a beaucoup suivi, la communauté d'Acropolis a beaucoup suivi ça. Et c'est vrai qu'il y avait très peu de choses sur le sport déjà en manière générale. Il y avait encore moins de choses, on va dire, sur le sport à l'école. Est-ce que finalement il fallait ça peut-être pour donner un coup de boost, ou est-ce que ça va vraiment jouer? Est-ce qu'il y a finalement, c'est quoi un peu les grands projets qui vont s'ouvrir, ou qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors, il y a besoin d'un coup de pouce pour le sport à l'école, mais pour le sport en général. Parce que on sait très bien qu'à l'école élémentaire, il n'y a qu'un enfant sur deux qui fait du sport après l'école. Et on sait qu'après, au collège, il y a une diminution de la pratique des collégiens. Et alors, lycée et université, n'en parlons plus. C'est vrai, lycée et université, on arrête de faire du sport. Voilà, il y a parce une que baisse, les études sont trop prenantes, ou parce que c'est pas là. Alors, je n'ai pas l'analyse des facteurs, mais ça, en tous les cas, c'est le constat est là. Donc, l'idée, c'est bien de développer le sport dans tous les temps de l'enfant, aussi bien à l'école
en dehors de l'école, avec la famille, avec les clubs, de façon à multiplier les occasions de faire du sport. C'est comme ça qu'on développera la pratique sportive en France. D'accord. Et justement, effectivement, ça fait tout à fait écho. Fimat qui nous dit j'ai appris le travail en groupe grâce à lui. Alors lui, l'UNSS, donc au niveau collège-lycée, Oui. j'ai appris à gérer, organiser, arbitrer des tournois grâce à l'UNSS en tant que jeune officiel. Et il dit maintenant je peux organiser mes propres tournois et aider des gens dans leurs tournois e-sportifs. Alors e-sport, on va peut-être en parler parce que j'ai vu que il y avait eu plusieurs questions sur l'e-sport. C'est quelque chose qui est assez nouveau, l'e-sport, donc c'est les jeux vidéo, la pratique sportive du jeu vidéo. J'ai vu qu'il commençait petit à petit à y avoir des réflexions. Il y a eu la finale de League of Legends, de la finale européenne de League of Legends qui était à Paris cette année. J'ai vu qu'il y a pas mal de réflexions. Le comité olympique en a même parlé sans avoir forcément l'air très convaincu. Est-ce que justement, alors l'e-sport c'est un domaine un peu particulier du sport parce que c'est quand même c'est des jeux vidéo, c'est une pratique sportive des jeux vidéo. Est-ce que c'est quelque chose que vous commencez à prendre en compte? Est-ce que pas du tout? Et quel regard vous avez là-dessus? Alors c'est une question intéressante parce qu'en fait elle est ambiguë cette question. Parce qu'à la fois je vais vous dire qu'il y a un enjeu de santé publique à faire en sorte que les enfants bougent, s'activent, fassent du sport et puis pas que les enfants, hein, les jeunes et puis les adultes aussi parce qu'on voit bien qu'il faut lutter contre la sédentarité et les écrans, voilà, passer du temps sur l'écran c'est ne pas bouger. Donc voilà, on voit qu'il y a une ambiguïté. Donc il n'y a pas les mêmes bienfaits en fait qu'une activité physique, on va dire. Enfin même si ça peut être physique en termes de concentration, etc. C'est pas une activité qui fait fonctionner le corps entier. Voilà, qui fait bouger le corps. Et puis à la fois, il y a l'évolution de la société qui fait que cette pratique, elle existe. Elle est assez plébiscitée par les jeunes, elle est plébiscitée dans le monde entier. J'ai vu que c'était vraiment, même au niveau économique, c'est important. Donc voilà, il faut trouver le juste équilibre entre la prise en compte de ces nouveaux sports, si on peut les appeler comme ça, et puis le fait de garder, alors à la fois la pratique physique, c'est-à-dire le fait de bouger, et surtout la relation à l'autre, parce que organiser des rencontres sportives, c'est avant tout aller rencontrer l'autre et favoriser la relation humaine. Et il faut aussi garder cet équilibre-là. Très bien. Alors, donc j'espère que ça vous répond à vos questions. N'hésitez pas de toute façon dans la communauté, dans le chat, à nous dire ce que vous en pensez et à ce que ça vous fait réagir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment de les poser. On a la chance d'avoir une intervenante de très bonne qualité. Donc surtout, n'hésitez pas. Pour ceux qui nous rejoignent en cours, on est en direct du Salon de l'Éducation sur Acropolis. Et on est avec Véronique Morera, donc, qui est présidente de l'UNSS, non, de l'UCEP, je me suis trompé, voilà, je savais que ça arriverait. Donc présidente de l'UCEP, qui est l'association sportive donc, pour l'école primaire. Justement, peut-être une question en vue des JO 2024. Donc c'est un grand rendez-vous pour la France. On sait que chaque pays qui organise des JO en général veut faire bonne figure un peu pour ces JO et donc présenter des athlètes, essayer de remporter plus de médailles. J'allais dire, comment est-ce qu'on passe du sport scolaire ou du sport même extrascolaire, mais du sport étant jeune, étant enfant, à un sport compétition et à l'excellence dans le sport de compétition? Comment se fait, parce que j'imagine que tout le monde n'est pas appelé pour ça, comment se fait ce changement? Comment est-ce qu'on détecte les gens? Quelles sont les structures qui sont mises en place? Enfin, comment ça fonctionne un peu ce monde-là? Alors, je dirais que pour qu'un enfant se dirige vers le sport de compétition et le sport d'excellence, je pense que ça débute très tôt par le goût de pratiquer et le plaisir ressenti au moment de la pratique. Souvent, les grands sportifs vous diront qu'ils ont commencé par prendre du plaisir en faisant du sport quand ils étaient à l'UCEP, à l'UNSS. Ils ont pris du plaisir dans le partage aussi qu'ils ont eu de rencontrer d'autres jeunes à l'occasion de ces rencontres. Et c'est seulement après qu'ils décident de se fixer une seule activité, parce que souvent ils vont toucher à plusieurs sports et ensuite ils se décident à se perfectionner dans une activité. Et puis, j'ai perdu ma deuxième idée. Oui, et alors donc pour aider, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider? Au niveau du premier degré, il va y avoir une évolution là. Il va y avoir des classes à horaires aménagés pour pouvoir faire du sport, voilà, qui vont être expérimentées dans des classes de CM1, CM2. Donc ça, c'est une nouveauté et ça permettra aux enfants qui ont envie de se perfectionner de pouvoir le faire dès l'âge primaire. Et ensuite, après au collège, je sais qu'il y a des sections sportives qui permettent aussi de se perfectionner. D'accord, et donc ça concerne en gros, on va dire les personnes en primaire, enfin les élèves qui sont le plus doués ou en tout cas qui présentent le plus d'aptitude pour des différents sports. Et
Et justement après, donc il y avait des sections sportives, donc j'ai découvert qu'il y avait plus de 3000 sections sportives en France. Donc ça c'est en fait, c'est pour détecter et accompagner les sportifs de haut niveau et les amener jusqu'à un niveau d'excellence en compétition, c'est ça? Alors, ça devrait être ça. Pour l'heure actuelle, c'est pas tout à fait ça. Les sections sportives qui sont dans les collèges sont plutôt des endroits où on va pratiquer du sport, mais sans forcément avoir cette ambition de devenir champion ou de faire de la D'accord. compétition. Donc, on peut par exemple avoir dans un collège qui est près qui est près d'une piscine, il va y avoir une section natation. Et puis à un autre endroit, il y aura une section handball ou une section hockey parce que c'est l'environnement qui le réclame. Par contre, à l'avenir, il y a 1000 sections sportives qui doivent être créées de plus. Et là, je sais que l'évolution, elle va être pour proposer plus d'activités en lien avec les clubs sportifs et faire plus de passerelles pour que justement les élèves qui se destinent à la performance puissent la réaliser dans ce cadre-là. D'accord, donc le rôle en fait, on va dire des structures scolaires, ça va être de détecter les gens et de les mettre en relation en fait avec les bonnes structures extrascolaires pour le coup, pour les faire progresser en mode compétition. Voilà, et surtout de proposer des horaires aménagés qui leur permettent de faire leurs études tout en ayant du temps disponible pour aller pratiquer en plus, pour augmenter leur pratique. D'accord. J'ai vu qu'il y avait des questions dans le chat, notamment. Alors déjà, j'ai vu un super retour de Perceval. Alors merci beaucoup. Il disait, je pense retranscrire le sentiment du chat. Merci beaucoup à l'intervenante pour venir au micro d'Acropolis. Donc là, effectivement, je retranscris aussi de la part d'équipe d'Acropolis. Merci beaucoup de venir au micro d'Acropolis. Alors il y avait pas mal de questions aussi en fait sur le sport intensif à petit niveau, enfin pour les enfants qui sont en bas âge. Hir QQ qui dit tous les sports ne sont pas bons pour les jeunes enfants. Alors c'est vrai qu'on pense effectivement aux sports pratiqués vraiment de manière très intensive, peut-être la gymnastique, la danse, d'autres sports comme ça qui peuvent provoquer soit des douleurs, soit des retards de croissance, etc. Alors qu'est-ce qui est fait pour ça? Est-ce que c'est valable pour tous les sports? Est-ce que c'est que la pratique excessive du sport, enfin excessive si on peut parler de pratique excessive, qui est mauvaise? Enfin finalement, comment est-ce qu'on gère un peu ces problèmes-là, surtout pour l'excellence, Oui. surtout pour les... Alors moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qui est dit. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le sport peut être excluant. Dans le sens où d'abord, ça peut être difficile de le pratiquer, ça peut pratiquer à forte dose, on peut même être dégoûté de faire du sport. Et en plus, si on n'est pas très doué, on est vite mis à l'écart par le groupe parce qu'on passe pour celui ou celle qui n'y arrive pas, qui ne sait pas faire. C'est un peu le syndrome voilà. de ceux qui sont choisis en dernier dans les équipes de football quand on est au primaire, et c'est toujours les mêmes qui sont choisis en dernier. Exactement, et ça peut être très excluant. Donc l'idée, c'est vraiment, pour les plus jeunes à l'école, c'est de passer par le plaisir. C'est-à-dire que les enfants doivent pratiquer avec plaisir les activités pour pouvoir avoir envie de les poursuivre après quand ils seront plus grands. Et nous travaillons sur les activités sportives et sur le ressenti qu'ont les élèves sur ces activités. C'est-à-dire qu'on va faire courir les élèves dans la cour, on va leur faire un contrat de course, par exemple, de 3 minutes, 5 minutes, et à la fin, on leur demande qu'est-ce que vous avez ressenti ? Est-ce que vous avez, par rapport à l'effort, comment vous avez trouvé la tâche qu'on vous a demandée, comment vous l'avez perçue au niveau de l'effort, comment vous l'avez perçue au niveau du plaisir et comment vous l'avez perçue au niveau du progrès. Et ça permet aux enfants de s'exprimer sur ces activités, d'exprimer leurs émotions et de transformer les émotions négatives du sport en émotions positives. D'accord. Voilà. Alors il y a pas mal de questions dans le chat, c'est super sympa, on a un chat assez actif cet après-midi. Alors il y avait une question sur les disparités entre les écoles des grandes villes, on va dire, qui ont accès à toutes les infrastructures, gymnase, piscine, stade, etc. Et les écoles un peu des petits villages où, d'après ce que dit, j'ai perdu le commentaire, mais d'après ce que dit Gultix, les écoles de campagne n'ayant que le stade municipal un peu, et donc finalement est-ce qu'il n'y a pas une disparité? Comment est-ce qu'on fait pour un peu résoudre ces disparités? Donc la disparité, elle existe, parce qu'il y a un manque, en plus il y a un déficit d'équipements sportifs de façon générale. Ça c'est vrai partout en France, on oui. manque d'équipements sportifs en France. Oui, de manière assez globale, et quand il y a des équipements sportifs, c'est le nombre de pratiquants qui l'utilisent qui fait exploser et qui fait qu'on n'arrive pas à utiliser les équipements. Alors pour les écoles, l'UCEP, nous, on a pris en compte
c'est le cas de la ruralité ou le cas des écoles qui n'ont pas d'équipement. Et on propose des activités qui peuvent être menées sur des terrains, sur des champs, dans des champs, sur des terrains juste balisés ou dans des cours d'école. Voilà, on adapte les activités pour qu'elles puissent être mises en œuvre dans n'importe quel lieu. D'accord. Et je voyais qu'il y avait aussi des questions sport excluant. Quelqu'un qui dit, moi avec ma morphologie, je me retrouvais exclu chez les mecs et mis à faire du sport avec les filles pour équilibrer mon niveau. Donc quelque chose qui peut être assez stigmatisant. Comment est-ce qu'on... justement, alors ça pose aussi la question de la mixité dans le sport, parce que là, du coup, d'après ce que je comprends de ce commentaire, il y avait un groupe de filles, un groupe de garçons, ça veut dire que c'est pas mixte. Quand est-ce que finalement on peut mixer les deux? Est-ce qu'il y a des différences de niveau? Est-ce que c'est pas un peu stigmatisant? À partir de quel âge c'est plus possible de mixer les deux? Est-ce que ça doit toujours être mixte finalement? C'est quoi un peu peut-être votre position sur la mixité dans le sport? Alors, je vais vous donner la position de l'UCEP. Nous, on mixe tout le monde, non seulement les filles, les garçons, mais tous les enfants, quelle que soit leur potentialité, parce qu'on part du principe que toutes les activités sportives et les rencontres sportives sont inclusives et doivent s'adresser à tous. Donc, c'est à l'enseignant d'adapter l'activité de façon à ce que tout le monde participe. Après, la question filles-garçons, elle se pose. Elle se pose souvent, surtout au collège. Je ne vais pas répondre à la place des profs du second degré, mais moi je pense que les activités elles peuvent être menées en mixité, sauf peut-être des cas très précis d'activité, mais sinon il n'y a rien qui peut faire qu'on ne puisse pas le faire. D'accord, donc en fait la mixité, ça, en fait, c'est là qu'on rentre un peu dans le rôle social du sport, dans l'apprentissage justement de la différence de l'autre, etc. Donc à part quelques exemples, peut-être sport de combat ou choses comme ça, on va en fait pouvoir tout le temps mixer garçons-filles à l'école. Voilà, parce que ce que je peux vous dire, c'est que jusqu'en CM2, les filles font du rugby et elles s'engagent comme les garçons. Quand on voit on organise des rencontres, l'engagement des filles est le même que les garçons. Donc il n'y a pas de raison qu'arrivé en 6e, on les sépare en pensant qu'il faut mettre les garçons d'un côté et les filles de l'autre. Voilà. Donc, je pense que vraiment, c'est un faux problème. Alors après, c'est comme les activités artistiques. On pense que les activités artistiques sont réservées aux femmes, mais c'est une erreur. Et que les garçons fassent des activités artistiques, c'est très bénéfique pour le développement de toutes les compétences. Donc là, ça fait partie un peu des clichés, voilà. On va dire un peu des clichés sexistes. Les hommes doivent être des grosses brutes et les femmes doivent être une sensibilité artistique. Et pourtant, quand on développe des compétences artistiques, on développe des compétences de confiance en soi, de sensibilité, de créativité, qui sont des compétences essentielles dans la vie de tous les jours. Alors je vois qu'il y a pas mal de questions aussi dans le chat autour de la piscine et de la natation. Alors déjà je pense qu'il y a deux principales questions derrière ça. Il y a je crois le manque de piscine. J'ai entendu qu'on manquait beaucoup de piscines en France, qu'il y avait pas mal de manque là-dessus et de difficultés pour les établissements scolaires d'accéder aux piscines. Et peut-être la deuxième question c'est l'enseignement de la piscine. Alors est-ce que l'enseignement de la natation fait partie d'un des impératifs de l'éducation nationale ou est-ce que ça c'est un peu un mythe? Et comment est-ce que c'est géré et finalement quelle est la place de la natation dans le sport? C'est un sport quand même assez particulier par rapport aux autres peut-être. Alors je dirais que de toute façon l'apprentissage de la natation c'est avant tout un enjeu un enjeu social important puisque c'est un enjeu de santé mais c'est surtout un enjeu de sécurité. Et c'est quand même pas normal qu'un enfant ne sache pas nager, alors que la France a quand même des côtes. Les côtes françaises sont très importantes et on a encore des enfants qui ne savent pas nager à 12 ans, à 13 ans. Donc ça, c'est vraiment un problème qu'on a des difficultés à résoudre parce que pour apprendre la natation, il faut faire des séances qu'on appelle des séances massées. C'est-à-dire que l'enfant puisse bénéficier de plusieurs séances dans un temps réduit. Et ça, on a des difficultés à pouvoir obtenir ça parce que les créneaux sont souvent pas assez suffisants. Ah oui, d'accord. Merci beaucoup Jean-Marc dans l'oreillette. Merci beaucoup Perceval pour ton don sur Acropolis. Je vous rappelle effectivement que vous pouvez soutenir Acropolis en donnant sur Tipeee. Et ça permet de soutenir la chaîne et de faire vivre la chaîne. J'en profite pour redire bonjour à ceux qui nous ont rejoints. Vous êtes nombreux à nous rejoindre. On est en direct du Salon de l'Éducation avec Véronique Morera, donc présidente de l'UCEP. Et cette fois-ci, je ne me suis pas trompé.
Donc merci beaucoup, bienvenue à tous. Et donc on parle du lien entre sport et éducation, et sport à l'âge scolaire et sport après dans la vie de tous les jours. Alors peut-être une question très globale, est-ce qu'on fait suffisamment de sport aujourd'hui en France? Est-ce qu'on devrait en faire plus? Et notamment à l'approche des JO, finalement quelle est la place du sport en France? Je lisais une étude qui disait que les Français faisaient moins d'activité physique en moyenne que leurs voisins européens. Ça a des impacts, on sait, en termes de santé publique, etc. Finalement, qu'est-ce qu'il faut faire pour... Est-ce que le sport, ça s'apprend dès l'école? Est-ce qu'après, c'est fini? Ou est-ce qu'on peut finalement se remettre après au sport? Quelle est la place du sport que l'école doit donner dans la société? Alors, ce qu'on sait, c'est que plus un enfant va débuter le sport jeune, et plus il a de chances de le pratiquer tout au long de sa vie. Ça c'est une chose, il y a des études qui ont été faites là-dessus, et c'est pour ça que c'est très important de pratiquer l'activité sportive dès le plus jeune âge. En revanche, sur la question du sport en général en France, on peut observer qu'il y a une modification des pratiques, surtout des pratiques en club sportif. C'est-à-dire qu'on note en ce moment une baisse des licenciés dans les clubs sportifs au profit d'activités, on va dire, menées de façon isolée ou seule, de façon non encadrée. Donc ça va être le footing le voilà. running par exemple, le footing tout seul, ça va être les clubs de sport par exemple aussi. Voilà, ou alors on se retrouve entre copains avec des rollers et on va faire du roller, enfin des choses comme ça. Et on ne passe plus par les clubs sportifs. Donc c'est pour ça que les Jeux Olympiques de 2024 doivent être l'occasion de se poser des questions sur une rénovation du modèle sportif français. Et donc pour redorer un peu l'image des fédérations, les rendre plus jeunes, plus accessibles. Voilà, exactement. Alors concrètement, comment on fait ça? Parce que finalement, on se rend compte aussi qu'il y a peut-être certains sports, alors c'est vrai qu'on pense notamment dans l'athlétisme, etc., qui sont peu connus du grand public. J'imagine que tout le monde ne va pas pratiquer le triple saut sur ces heures de loisirs. Finalement, comment est-ce qu'on fait pour rendre un peu plus sexy certaines fédérations qui sont un peu en perte de vitesse? J'imagine, je ne sais pas si vous avez la réponse d'ailleurs. Alors je voudrais pas parler en nom des fédérations, ce n'est pas mon rôle, mais je les côtoie au sein du CNOSF et je les entends donner leur réflexion sur ce sujet-là. Et toutes les fédérations, en fait, tentent d'évoluer en fonction de ce que la société réclame. Et je sais que, par exemple, la fédération de basket s'est tournée vers les 3 contre 3 parce que c'était une pratique de rue et qui a été très développée et du coup, ils se sont emparés de ça. Comme je sais qu'à l'athlétisme, ils proposent à ceux qui veulent faire du running tout seul, ils proposent de les regrouper pour leur offrir de temps en temps une prestation particulière, une course. Des sessions collectives voilà. Donc je sais que les fédérations cherchent à répondre à ces formes de pratiques particulières. D'accord. Et effectivement, alors peut-être juste parce que j'avais 2-3 questions sur les sports un peu plus confidentiels. Comment est-ce qu'on en vient à certains sports? On pense par exemple au triple saut, il y avait la lutte gréco-romaine, des choses comme ça, des sports qui sont pas... Alors là, je ne sais plus si la lutte est toujours un sport olympique ou pas, mais finalement, comment est-ce qu'on en vient à des sports comme ça? Finalement, qui sont les gens qui se retrouvent à faire ces sports-là? Est-ce qu'il y a un parcours classique ou est-ce qu'en fait c'est vraiment par opportunité ou parce que c'est la fédération qui a dit tiens, en fait on a besoin d'un athlète qui fait ça? Là, j'avouerais que non, je ne saurais pas répondre à cette question-là parce que je ne suis pas assez spécialiste du sport de haut niveau et je ne sais pas comment on se dirige vers ces sports-là. En revanche, ça me fait quand même penser que un des objectifs de l'UCEP, c'est de proposer aux enfants de découvrir un maximum d'activités. Et des activités qui ne leur seraient pas forcément accessibles pour certains. Donc je pense par exemple au partenariat qu'on mène avec le golf ou le partenariat qu'on mène avec la Fédération d'escrime qui permet aux enfants de découvrir des activités qui sont, on va dire, un peu spécifiques comme celles que vous... Qui ne seraient pas venues dans la vie de tous les jours voilà, à découvrir. Voilà, et c'est aussi une forme d'acculturation. D'accord, effectivement, il y a des gens qui nous disent oui du triple saut. Alors, ils ont franchement, les mecs, vous m'aidez pas, vous avez quand même des pseudos qui sont compliqués à prononcer. Arcturus, je tente de prononcer du triple saut, moi j'en ai fait au collège, moi aussi. Donc effectivement, il y a, donc ça répartit à la question, il y a quand même une découverte de pas mal de sports.
Effectivement, vous parliez d'escrime, c'est typiquement le genre de sport qui n'est pas forcément accessible à tout le monde. Et effectivement, la pratique à l'école permet Voilà. de découvrir ça. Parce que ce qui est important quand même dans cette idée-là, c'est quand on dit sport et éducation, c'est le sport à l'école, c'est aussi éduquer à la culture sportive. Et c'est faire en sorte qu'un enfant plus tard, enfin quand il est adulte, se dise tiens mais je sais ce que c'est que ce sport-là, j'ai envie d'en faire ou j'ai pas envie d'en faire, mais qu'il ait la culture sportive de tout ce qui peut se passer. Ouais. Donc effectivement on a des bons retours dans le chat, des gens qui nous disent oui effectivement moi c'est l'école qui m'a permis de découvrir des sports inhabituels. Typiquement bah voilà, c'est ce genre d'expérience, des retours assez positifs. N'hésitez surtout pas dans le chat à nous faire part de vos expériences, ça nous permet effectivement de nourrir l'émission. Alors j'ai vu qu'il y avait 2-3 questions, c'est peut-être très anecdotique, mais un peu sur le jargon, alors on va dire le jargon pédagogique qui était utilisé dans le vocabulaire du sport. Il y en avait certains qui parlaient de piscine, de référentiel milieu aquatique profond, standardisé, etc. Est-ce que ça c'est un mythe? Est-ce que ça existe encore? Ou est-ce que c'est vraiment un vocabulaire qui est toujours utilisé Alors, ça existe encore, je sais pas, c'est le jargon, on va dire, pédagogique des enseignants. Non, c'est pas utilisé. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a toujours eu une bataille, on va dire, une bataille de vocabulaire entre le sport à l'école, l'EPS, l'enseignement physique et sportif, les activités physiques et sportives. Bon, voilà. Il y a une bataille de mots à ce niveau-là, mais que le grand public ne comprend pas. Ouais. Vous, à l'UCEP, vous n'utilisez pas ce genre de vocabulaire. Voilà, nous, on dit les activités sportives de façon large. Alors, comme on est à l'école aussi, on fait la distinction entre l'enseignement physique et sportif qui est au programme scolaire et que l'enseignant doit faire de façon obligatoire, et l'UCEP qui est du volontariat et qui prolonge l'EPS. Voilà. Mais ces jargons-là, quand on est avec le grand public, les parents par exemple, eux ils disent est-ce que tu as fait sport à l'école? Voilà, ils ne parlent pas ni de PS, ni du CEP, ni de Oui, tout ça, ça les dépasse. Voilà. Alors il y avait pas mal de questions aussi en lien avec le handicap. Qui sont des questions très intéressantes, puisqu'effectivement on dit souvent les Jeux Olympiques, mais en fait c'est les Jeux Olympiques et Paralympiques, et on fait qu'effectivement on le voit en face. Alors je sais pas si la Réal pourra faire un petit tour là-bas, mais en face, juste sur le stand en face de nous, il y a un stand qui permet de faire découvrir le basket fauteuil aux gens, et donc effectivement il y a des fauteuils roulants qui permettent à des gens de se mettre dans la peau d'un sportif handicapé et de pratiquer le sport fauteuil, le basket fauteuil. Donc effectivement j'imagine que alors sur peut-être encore plus en milieu scolaire, le sport pour les personnes à mobilité réduite ou les personnes souffrant d'un handicap, ça ne va pas forcément être facile à prendre en compte, peut-être encore moins dans l'école. Finalement, qu'est-ce qu'on propose à ces enfants qui sont handicapés? Qu'est-ce qu'on leur propose comme activité sportive? Est-ce que les profs sont formés à ça? Je ne suis pas convaincu. Enfin, Alors, ce qu'il faut dire sur cette question-là, c'est que d'abord, les enfants en situation de handicap ont besoin de faire du sport. Ça, c'est évident. Ils en ont besoin plus que les autres même. Donc, il faut les mettre en situation de pouvoir faire du sport. Depuis la loi de 2004, tout enfant en situation de handicap est scolarisé à l'école, sauf cas très particuliers, mais sinon est scolarisé à l'école. Donc à partir de ce moment-là, à l'UCEP, on ne s'est pas posé de questions. On s'est dit, puisqu'ils sont là avec les autres, eh bien, quand on fait des activités sportives, quand on fait des rencontres sportives, on adapte l'activité pour qu'ils puissent y participer. Et ça, c'est tout à fait faisable, et ce qui fait que tous les enfants participent, quelle que soit leur potentialité. D'accord, donc on les inclut en fait dans le cours de sport voilà. de manière Alors, classique. Quand je dis on adapte, c'est par exemple, on va faire des consignes sous forme de pictogrammes, on va par exemple, pour certains enfants, il n'y aura pas de défense sur eux, ils auront une zone neutre, personne n'aura le droit de s'approcher d'eux. Bon voilà, il y a des adaptations comme ça. Voilà, des aménagements qui permettent complètement de les intégrer et de pouvoir faire comme les autres. J'imagine que pour les autres élèves, ça doit être aussi quelque chose d'assez enrichissant. Là, on débouche effectivement sur le rôle social du sport, de la non-discrimination, de l'apprentissage de la différence. J'imagine que pour d'autres élèves, d'avoir un élève en fait en situation de handicap et de faire du sport avec lui, ça doit être hyper enrichissant, non? Exactement, parce qu'il ne s'agit pas de faire de la compassion en disant bon ben on va faire quelque chose pour lui, c'est pas ça. La question c'est de réfléchir tous ensemble à quel aménagement on peut mettre en place pour qu'il ait sa place comme les autres. Et ça c'est très enrichissant d'avoir cette réflexion là avec l'ensemble des élèves qui vont participer.
Il y avait pas mal de questions effectivement sur les Jeux paralympiques. Donc, Perceval qui nous dit le paralympisme ça existe, il y a plein de sports disponibles. Donc ça effectivement on l'a vu, c'est vrai que c'est de plus en plus mis en valeur. Il y avait une question très tôt dans le chat qui me demandait est-ce que les JO paralympiques bénéficieront de la même couverture médiatique que les Jeux olympiques ou pas encore? Est-ce qu'on n'en est pas encore là? Est-ce que c'est compliqué à mettre en place peut-être pour des questions de droit télé? Bien sûr, on est en train de dire qu'il faut mettre à égalité les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques, mais non, on est loin d'être à égalité, notamment sur la couverture médiatique, notamment sur la rémunération des athlètes qui souvent payent de leur poche pour pouvoir participer aux Jeux paralympiques. Donc il y a des progrès à faire. Après, on est toujours dans l'ambiguïté parce qu'on dit qu'il faut inclure les sportifs paralympiques et pourtant on met côte à côte et de façon très séparée. Finalement, quand je dis côte à côte, c'est même carrément séparé. Les Jeux olympiques d'un côté, les Jeux paralympiques de l'autre côté. Oui, parce qu'en fait, il y a d'abord les Jeux olympiques et après, c'est ça sur une période différente, les Jeux paralympiques. Voilà. Et moi, je rêverais, alors je ne sais pas si pour 2024 c'est possible, mais je rêverais qu'on puisse faire des pratiques, des compétitions où on mélange sportifs valides et sportifs non valides avec des aménagements, avec des points et puis à la limite même sans résultat, enfin je veux dire sans tableau de médaille, tant pis s'il n'y a pas de premier, de deuxième, troisième, mais c'est tout à fait possible symboliquement de les faire pratiquer ensemble. Ah oui, et sur la même période, etc. Donc je pense qu'on a encore pas mal de progrès à faire en la matière. Ah oui, j'imagine. J'ai vu effectivement, j'étais allé voir, je sais qu'en septembre c'était la semaine du sport à l'école, si j'ai bien retenu, ou la journée du sport à l'école. J'ai vu qu'il y avait un rôle, il y avait un message en tout cas très fort qui était envoyé, en tout cas en affichage, de dire le sport on le met vraiment au cœur de l'enseignement, ça apprend plein de choses et notamment j'entendais en termes d'éducation à la citoyenneté, de fait de prendre des responsabilités, ça on l'a déjà évoqué, mais aussi en termes de non-discrimination. Ça c'est quelque chose dont on parle pas mal, alors peut-être plus dans le football ou dans certains sports, la discrimination, le racisme, etc. Est-ce que le sport a un vrai rôle à jouer là-dedans? Est-ce qu'il y a un vrai apprentissage qui se fait par le sport et qui a été théorisé, qui est enseigné? Alors, moi je suis convaincue que le fait de faire jouer des enfants ensemble, de leur faire vivre la coopération, de leur faire vivre la relation à l'autre dans des situations concrètes, ça contribue à lever tous les obstacles liés au racisme, liés à la différence, etc. Bon, moi, j'en suis convaincue. Après, je ne sais pas s'il existe des études qui le prouvent, mais on dépasse le discours. Avec le sport, on dépasse le discours et on est dans les actes. Et le fait d'être confronté, de se lancer un défi à plusieurs, par exemple, ça veut dire qu'on est tous ensemble et on essaye de passer un obstacle, on essaye d'obtenir une performance. Et ça crée des solidarités et ça fait tomber les barrières de la différence, du racisme, etc. Je vois effectivement que, je disais le chat, il y a effectivement, alors votre proposition je pense de faire des compétitions même symboliques en mettant des athlètes valides et des athlètes en situation de handicap ensemble plaît beaucoup au chat en tout cas. Ce sera peut-être quelque chose si le comité olympique nous écoute, en tout cas c'est peut-être une idée à retenir. Il y en a aussi beaucoup qui disaient j'ai encore perdu le commentaire, mais qui disait ça éviterait l'espèce de blackout. Voilà, Busy Elephants qui nous dit ça éviterait l'espèce de blackout qu'il y a entre les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques, et ça permettrait aussi de mettre les athlètes paralympiques en avant. Donc effectivement une très bonne idée, on espère que ça va être retenu. Alors on se rapproche petit à petit de la fin de l'émission. Peut-être si on se tournait un peu vers l'avenir et qu'on se disait finalement dans 10 ans, peut-être dans 20 ans, quelle place idéalement pour vous, quelle place est-ce que le sport aurait à l'école? Comment est-ce que le sport serait intégré à l'enseignement, ou en tout cas comment serait l'enseignement du sport à l'école dans 20 ans? C'est une question qui n'était pas préparée, donc c'est un peu piège, je suis désolé. Non, alors là, on est c'est bien, on se projette dans l'avenir, on se projette dans le rêve. Je pense que le sport à l'école dans 20 ans, ce serait un sport qui permettrait aux enfants de s'épanouir et de se réaliser personnellement. C'est-à-dire de pouvoir qu'on associe vraiment le travail du corps avec le travail de l'esprit, et que plutôt qu'on fasse l'activité physique sur un temps proprement dit, moi je verrais plutôt au sein de la journée
qu'elle soit intégrée bien plus au cours de la journée, qu'il y ait des temps de pratiques sportives très différentes, mais tout au long de la journée, et pour qu'il y ait vraiment plus de liens entre sport et entre physique et esprit. Oui, que finalement en fait ce soit pas, on va dire, que 2 heures dans la semaine réservées sur un créneau bien délimité. Il y avait quelqu'un dans le chat qui disait pourquoi pas un modèle un peu à l'américaine. Alors je sais pas si ça fonctionne vraiment comme ça aux États-Unis. Moi j'avais entendu en Allemagne peut-être, c'est-à-dire un temps, on va dire, plus réservé aux matières théoriques en classe, etc. le matin, et puis l'après-midi réservé à des activités un peu plus sociales et sportives, culturelles et sportives en tout cas. Est-ce que ça pourrait être une piste? Est-ce que ça fonctionne dans les pays étrangers? Alors, le problème, c'est que ça, c'est le modèle plutôt allemand qui fonctionne comme ça. Mais le problème, c'est qu'en libérant une après-midi comme ça, tous les équipements seront pris d'assaut. Ah oui, et il n'y aura pas assez, voilà, ça condensera tout. C'est pour ça que je pense que de le répartir dans la journée sur tous les temps, en fait disponible, c'est peut-être une façon d'arriver à plus de pratiques. Effectivement, on en parlait tout à l'heure, pour ceux qui nous rejoignent en cours de route, qu'il y avait de temps en temps un manque d'équipement sportif, de manière générale un manque d'équipement sportif en France. Effectivement, c'est vrai que si on concentrait tout en fait sur le même créneau, toutes les écoles, tous les collèges, tous les lycées sur le même créneau, ça risquerait de faire une suraffluence. C'est effectivement une remarque intéressante. Peut-être, donc on approche vraiment de la fin. Donc en tout cas, merci beaucoup. Je sais que le chat a beaucoup apprécié, nous aussi. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Est-ce que peut-être vous voulez dire un petit mot de la fin, un sujet qu'on n'aurait pas abordé, ou peut-être un appel à action Alors moi je dirais juste comme mot de la fin, c'est que les Jeux Olympiques sont en 2024 et que tous les jeunes d'aujourd'hui seront les acteurs de ces Jeux. Et que c'est à nous, enfin je m'inclus dedans, mais c'est à ces jeunes-là de décider de ce que seront les Jeux Olympiques, et ils peuvent avoir une influence sur justement ce qu'ils ont envie qu'ils soient. Donc voilà, n'hésitez pas à faire part aussi des rêves de chacun pour que les Jeux soient à l'image des Français finalement et de ce qu'on veut comme sport en France. Très bien. Donc en fait, si je résume, c'est à vous le chat, les jeunes d'aujourd'hui, de faire en fait des Jeux Olympiques 2024 ce que vous en voudrez, et voire même d'être un des athlètes participants aux JO 2024. N'hésitez pas à vous projeter et à marquer dans le chat dans quelle discipline vous souhaiteriez concourir. On s'approche donc du coup de la fin de l'émission. Je fais le petit récapitulatif pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route. C'était donc Acropolis en direct du Salon de l'Éducation en partenariat avec la Ligue de l'Enseignement. Alors moi je suis Florent Guignard, donc je suis rédacteur en chef du journal Le Dranche, un journal de débat qui présente le pour et le contre de chaque sujet pour pouvoir se forger sa propre opinion. Si Jean Massier n'était pas là, eh bien il y a une bonne raison, c'est qu'il faisait un concours de pitch, et concours de pitch sur lequel vous allez être amené à voter. Donc je vous invite à rejoindre massivement la page Facebook d'Acropolis, puisque je crois savoir qu'il va y avoir un appel au vote. Moi je vous laisse, n'hésitez pas aussi à suivre nos aventures sur la page Facebook Le Dranche. Merci beaucoup Véronique Moreira de nous avoir rejoints. Merci beaucoup à la Ligue de l'Enseignement d'avoir organisé ça. Et on se retrouve, je crois qu'il y a d'autres émissions demain et après-demain, toujours autour du thème de l'éducation. Merci beaucoup le chat, à très vite et bon après-midi.